cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Bienvenue, chers auditeurs, sur Radio Grand Lac dans mon émission Grandiose qui a lieu un lundi sur deux. Donc, on se retrouve ce soir avec une nouvelle invitée pour parler d'une thématique encore riche, dense, qui peut titiller aussi parce que souvent j'entends « Oh, j'en ai marre de ce thème-là » qui est le lâcher-prise. Bienvenue Florence. Merci, bonjour, bonsoir plutôt. Alors Florence, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Écoutez, je m'appelle donc Florence Meignier, je suis directrice du centre d'élevage de Poisy. J'ai travaillé pendant 18 ans dans le réseau des MFR, les maisons familiales rurales, où j'étais enseignante et puis directrice d'une MFR. J'ai fait un petit détour par l'immobilier, que je retrouverai peut-être plus tard, je ne sais pas, ce sera en fonction du chemin que je prendrai. C'est vrai que c'est pas commun. Oui, ça n'a rien à voir, mais j'avais envie... un lien peut-être quand même. Rien. Non, aucun. Non, mais un juste lien une envie. Ouais, une envie, mais que ça vient nourrir quelque chose chez toi. Peut-être le contact. Le contact humain, le fait d'aider des gens à réaliser un projet. Parce que un achat immobilier, c'est quand même pas rien. Souvent, c'est le projet d'une vie. Donc voilà, accompagner. J'ai accompagné beaucoup de jeunes. J'ai accompagné également donc des couples. Donc c'est le fil conducteur, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement, complètement. Ok. Et du coup, pourquoi finalement cette thématique-là ? C'est vrai que ça t'est venu assez naturellement quand on en a parlé. Oui. On a parlé de ton passage à la radio, parce que, encore une fois, cette émission, elle est là pour mettre en lumière, inspirer, passer des messages sur notre propre vécu, notre propre expérience, notre chemin de vie, parce que je trouve que chacun en a un, il est systématiquement précieux, et c'est vraiment essentiel que certains messages forts puissent être passés pour aider, si ça peut aider d'autres personnes. Et on a eu cet échange, cette rencontre ensemble lors d'un déjeuner avec une autre personne, on était toutes les trois, et puis finalement, c'est venu comme ça, naturellement, sur, tiens, qu'est-ce que tu aurais toi à partager à la radio ? Et finalement, tu m'as parlé tout de suite de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est venu assez naturellement parce que, comme tant d'autres personnes, j'ai pris des murs. Donc, à un moment donné, il faut savoir se poser, se re-questionner. Et puis, je vois autour de moi des gens qui sont en souffrance parce qu'ils s'accrochent à une idée, à une personne, à un travail, à des choses qui les mettent en souffrance. Et quand on leur dit, non mais là, attends... Prends un peu de recul, prends un petit peu de hauteur sur la situation, essaye de voir, ça te convient pas, qu'est-ce qui te convient pas, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ça ? Tout simplement. Alors après, c'est vrai qu'on en avait parlé, le terme lâcher prise est quand même très galvaudé. Ouais, on sait pas, souvent on sait pas, c'est épuisant parce qu'on se dit, d'accord, je veux bien lâcher prise, mais en même temps ça me fait super peur parce que lâcher prise, on pourrait s'imaginer sur une falaise, les prises d'escalade et puis tomber dans le vide finalement. Oui, c'est pour ça. Moi, je préfère parler de prise de hauteur. C'est même pas de la prise de recul, parce que quand on recule, on recule, au bout d'un moment, on se casse la figure. La prise de hauteur, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus globale. On voit plus loin. J'aime bien la prise de hauteur, ça me fait vraiment penser à s'envoler en plus. Donc c'est plus léger, c'est quand même plus doux. Moi, je vais partir avec un proverbe chinois qui dit « Plus on prend de la hauteur, plus on voit loin ». Voilà, c'est exactement ça. Quand on prend du recul, on ne voit pas plus loin, on voit plus loin. Ça devient de plus en plus flou éventuellement si on est un peu myope. Mais on verra pas mieux la situation. Par contre, quand on prend de la hauteur, on a une vue globale sur l'ensemble de la situation et on se dit, là, attends, il y a un mur, j'essaye de passer au travers depuis déjà un bon bout de temps et je me fais mal. L'escalader, c'est trop compliqué. Tiens, je vais passer à côté, je vais le contourner, je vais faire autre chose. J'arriverai peut-être au même résultat, ça me prendra plus de temps, je vais prendre un détour. Mais je vais apprendre d'autres choses, rencontrer d'autres personnes, faire les choses différemment, et ce sera mieux pour moi. Tu sais à quoi ça me fait penser, ça ? Je dis souvent, alors je ne dis pas prendre de la hauteur, mais c'est quand on regarde une situation, on peut avoir l'impression qu'on est coincé au rez-de-chaussée ou à la cave, et je demande simplement, est-ce qu'on peut revenir au niveau initial, on va dire au niveau 0, et puis au fur et à mesure, on monte d'un étage, et d'un deuxième étage, et un troisième étage, jusqu'au rooftop. C'est ça. Sur lequel on a une vision globale, mais déjà, monter simplement un étage, ça peut permettre de... Ça peut permettre de voir les choses différemment, et comment dire, j'essaie de trouver mes mots, attends, bouge pas, j'ai un trou. Je suis en plein lâcher prise. C'est vrai que bien, tu expérimentes exactement ce que tu as vécu. J'expérimente ce dont je suis venue parler. C'est vrai que quand on nous dit, quand on est accroché à quelque chose,
il y a toujours une personne bien intentionnée qui vient dire non mais attends, lâche prise. On a juste envie de lui rentrer dans l'art à ce moment-là. Ouais, parce que c'est une énième injonction en plus. C'est ça, c'en est jamais qu'une de plus. Faut vraiment que ça vienne de nous. Et c'est quelque chose qui est progressif, ça prend du temps. Et il faut accepter de prendre ce temps. Alors ça peut prendre des semaines, des mois ou des années en fonction des personnes ou des situations. Il n'y a pas de honte à ça, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qui est progressif, qui demande à être également très humble. Parce que quand on prend de la hauteur, on réalise parfois qu'on n'est pas indispensable à certaines personnes ou à certaines entreprises ou dans certaines situations où on pensait être au cœur de l'action, finalement on l'est pas tant que ça. Moi je crois que tu es en train de nous parler de ton parcours. Mais oui. Peut-être que tu peux nous dire comment tu as appris tout ça et cette légitimité finalement à parler du lâcher prise parce que tu l'as expérimenté. Je pense que, alors tu vois, tu as fait une petite publication ce matin et il y a pas mal de gens de mon entourage qui l'ont vu et je pense que dans ces personnes, celles qui ne m'ont pas recroisée depuis 2, 3, 4 ans, voyant Florence lâcher prise, ont dû éclater de rire. Sincèrement. Parce que j'ai été tout sauf ça. J'étais l'antipode complet du lâcher prise. Par exemple, dans mon métier en tant qu'enseignante, j'étais hyper investie avec mes gosses. C'était mes petits. Voilà, j'étais responsable d'une classe de seconde et mes petits, c'était mes enfants, tous autant qu'ils étaient. Mon bureau avait été renommé le confessionnal. Ils venaient tous aux pauses, aux récréations pour me parler. Alors, pas toujours de cours, des fois c'était leurs problèmes perso. Donc je faisais du conseil. J'avais une petite étiquette un peu la psy du bahut. Et le soir, pareil. Ce qui faisait que je rentrais à des heures pas possibles à la maison. Je pouvais partir du boulot à 20h, 21h parce que j'avais pris le temps d'écouter les gosses et de leur parler et de les conseiller. Alors ils étaient ravis, j'avais des retours des parents absolument extraordinaires. Il y a des jeunes qui sont devenus par la suite des amis, leurs parents sont devenus des amis, leurs familles sont devenues des amis, enfin voilà. Là dans le genre lâcher prise, on n'y est pas, on est bien d'accord. On n'y est pas, surtout que quid de ta propre famille. C'était tout le problème. C'était tout le problème. Et puis il y a toujours des personnes extérieures qui commencent à dire attention là, prends un peu de temps pour les choses qui sont peut-être importantes pour toi. Qui se sont rendus compte. Qui se sont rendus compte, un peu la tête dans le guidon. Complètement. Il y avait des collègues qui me disaient stop. Ouais. La directrice du lycée où je travaillais qui me disait la même chose. Oh, prends un peu de recul. Mais qu'est-ce que tu te disais toi quand t'entendais ça? Écoute, moi je me nourrissais de ça. Donc tu comprenais pas? Je comprenais pas du tout. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me raconter? Les mots, ça ils ont besoin de moi. Tout va bien, voilà. Puis ils sont petits, puis il y en a qui sont loin de chez eux, les pauvres biquets. Non, moi j'étais pas du tout là-dedans en fait. Je comprenais pas ce qu'ils voulaient me raconter. Ma famille, mes parents m'ont dit que là, attends, tu vas trop loin, tu prends plus le temps de voir ton fils. Mon mari a mis le haut là également. Et puis, à force, c'était de constater qu'effectivement, je partais le matin, mon gosse il dormait, je rentrais le soir, il était déjà couché, je le voyais pas. Et tu te sentais pas fatiguée? Et au bout d'un moment, on atteint une limite physique, psychique, qui fait que là, on est obligé. Au bout d'un moment, c'est l'organisme. Oui, tu mets en danger ta santé mentale. Oui. Ah oui, complètement. J'ai eu des périodes de craquage complet. Bon, voilà. Une fois qu'on a constaté ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question, parce que, comme tu nous disais, que ça te nourrit. Il y a peut-être une forme d'incompréhension. À un moment donné, je comprends pas, j'adore ce que je fais, je suis surinvestie, et pour quelle raison ça me suffit pas, ou je sais pas quelles étaient peut-être les questions que tu avais qui trottaient dans ta tête au moment où tu as réalisé qu'il y avait un décalage. En gros, il y avait un décalage entre ce que j'adorais faire, l'accompagnement des jeunes. Maintenant, ça allait effectivement au-delà des cours que je donnais. J'enseignais le français. Et ce qu'on demandait de moi et ce que je pouvais physiquement donner. Les choses ont fait qu'on m'a proposé de prendre une direction d'établissement. J'ai choisi sciemment de surtout pas reprendre la direction de l'établissement où je travaillais. Je me suis dit, va voir ailleurs, fais autre chose. Voilà. De nouveau, je me suis un peu surinvestie dans mon boulot, donc avec des horaires. Oui, donc en fait, t'as changé d'endroit, mais t'as pas réglé le problème. Non, puis en plus, je me suis éloignée de mon lieu de vie. Donc, j'avais entre 2h30 et 3h de route tous les jours, aller-retour. Ouais. Donc, même en partant du boulot à 18h, j'arrivais à 19h30. Donc, à la maison. Donc, ça réglait pas non plus tous les problèmes. Mon mari, par rapport à son travail, a eu besoin de partir plusieurs fois à l'étranger, donc ça a été un petit peu le déclic. Je me suis dit, stop, profite de ça. Quand ton mari n'est pas là,
tu ne pourras pas gérer tes horaires de travail et ton fils en même temps. La priorité, c'est quand même le petit. Donc, ça t'a remis les choses dans l'ordre. J'ai remis l'église au centre du village. Oui, comme on dit. Voilà, exactement. Et j'ai fait une rupture conventionnelle, je suis partie. J'ai cherché, tiens, qu'est-ce qui me plairait bien, qu'est-ce que je pourrais faire qui me laisse du temps pour mon fils. Donc je me suis formée pour devenir indépendante en immobilier. Sachant que il y avait plusieurs personnes auparavant qui m'avaient dit tiens, je te verrais bien dans l'immobilier. Ah bah tiens, pourquoi pas. Ça a pas mal marché d'ailleurs, hein, c'était assez sympa. Et je pouvais gérer, j'étais indépendante, donc je pouvais vraiment gérer mes horaires comme je le voulais, que mon mari soit là ou pas, je pouvais emmener le petit à l'école, je pouvais aller le chercher, voilà. La question était vraiment différente. Donc j'ai vécu sur un rythme radicalement différent des 18 premières années de ma vie professionnelle, du jour au lendemain. Alors juste pour revenir sur les personnes qui pourraient s'interroger aussi, lâcher prise, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Déjà, c'est de faire attention à sa fatigue. Parce que souvent, on parle de sens. Tu sais, on peut aussi se dire, j'ai pas de sens dans ce que je fais, donc pourquoi je persiste sur cette voie professionnelle alors que j'ai pas de sens? Toi, tu en avais du sens. Ah oui, complètement. Donc il n'y a pas qu'une histoire de sens. On peut avoir du sens, mais sentir un décalage. Donc c'est être conscient que, d'accord, ça nourrit une partie de moi. En revanche, où sont mes priorités? Où sont mes priorités? Et puis aujourd'hui, c'est ce que je dis à mes équipes, c'est en fait, au travail, nul n'est irremplaçable. Le jour où vous partirez, vous serez remplacé, quelqu'un d'autre prendra votre poste et le boulot, il va continuer. En revanche, pour votre famille, pour vos proches, pour les gens qui vous aiment, vous êtes parfaitement irremplaçable. Donc la priorité, vous la mettez sur votre vie privée, sur vos enfants, vos conjoints, vos parents. Vous la mettez également sur votre santé. S'il y a un truc qui va pas dans votre famille, si votre santé ça va pas, vous venez me le dire et puis vous prenez du temps pour vous. Vous venez pas travailler pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, le temps nécessaire pour régler le problème, parce que si vous avez un souci au boulot, vous serez pas ce que vous faites. Ouais. Et comment est-ce que tu crois qu'on en arrive à se sentir irremplaçable dans son travail? Qu'est-ce qui fait qu'on pense qu'on n'est pas remplaçable et qu'on se surinvestit comme ça? En tout cas pour toi, qu'est-ce qui a fait que tu sentais que tu t'es poussé naturellement, t'arrivais pas à faire autrement? J'arrivais pas à faire autrement. Après, je pense pas m'être déjà sentie complètement irremplaçable. Parce que pour le coup, j'avais une directrice qui m'avait toujours dit attention, nul n'est irremplaçable. D'accord. Bon, mais alors qu'est-ce qui faisait que tu restais, que t'allais au-delà de ton périmètre? Parce que c'est compliqué comme question. Je pense qu'il y a une partie d'ego. C'est génial les retours qu'on peut avoir. La valorisation, la reconnaissance. Voilà. Il y a aussi une part de reconnaissance, les retours des familles, les retours des jeunes. Ça nourrit énormément. Ça te donne confiance. Puis on se dit qu'on fait pas ça pour rien, quoi. Voilà. Et voilà. Pourquoi je me lève le matin? Je me lève le matin pour que les gosses, ils aient confiance en leur formation, en leur formateur, qu'ils réussissent et qu'ils réalisent leurs rêves. Voilà. À partir de là, j'étais toujours en contact avec mes élèves, j'étais toujours en contact avec les parents, le week-end, pendant les vacances, par mail, par téléphone, tout le temps. Ouais, impossible de couper. Ah mais je n'arrivais pas à couper. Je n'y arrivais pas. C'était trop dur. T'avais déjà essayé? T'avais essayé ou en fait t'essayais même pas et Alors j'avais essayé, puis au bout d'un moment j'ai arrêté d'essayer. Ouais. Parce que je me sentais coupable. Quand j'essayais de couper, je me sentais coupable. Mais en même temps, quand on est toujours présent pour quelqu'un, il en prend l'habitude, et le jour où on n'est plus là, il nous le reproche. Ça passe par soi. Voilà. Évidemment, on donne les habitudes aux autres, bien sûr. Exactement. Donc, des fois, je pouvais avoir des réflexions du type, mais pourquoi tu m'as pas répondu? Ouais, donc c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Complètement. Donc, il faut arriver à s'extirper de ça. Et voilà. Et après, j'ai remis au centre de mon univers ma famille, le cocon familial, mon petit, mon mari, mes parents, les amis auxquels je tiens, et basta. Alors, en fait, c'est grâce au fait que ton mari il soit parti à l'étranger, tu t'es dit, de toute façon, s'il n'est pas là, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui gère le petit. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui gère le petit. Et puis, mon mari m'a secoué quand même, à un moment donné. Je veux dire, faut quand même qu'on arrive à avoir une vie. Oui, ça suffit. Il suffit, madame. C'est bien beau de s'occuper de tout le monde. Et nous? Voilà. Il y avait de ça, et il avait entièrement raison. Je peux pas dire autre chose. Ouais. Donc lui,
il t'a secoué de la bonne façon, ou t'as vraiment fini par prendre conscience, tiens, c'est pas le premier qui me le dit, bon, c'est mon mari en plus, donc il y a encore plus d'importance. Oui, mais en plus, il me le dit un peu tous les jours, donc au bout d'un moment, ça rentre quand même. Je veux bien être un peu, c'est fou, un peu têtu, mais quand même. On a cette faculté à pas entendre quand on est agrippé à quelque chose. On est agrippé, et puis on aime ça, quoi, c'est ça le problème. Oui, parce que ce que tu disais, quelque part, inconsciemment ou consciemment, on reçoit d'une autre façon. On reçoit de la part d'autres personnes. Alors, après, je vais pas faire ma psychanalyse ici, mais... Non, c'est pas le but. Voilà, il y a peut-être une question aussi d'hypersensibilité, d'avoir besoin de prendre confiance en soi, en ses capacités. Enfin, voilà, il y a sans doute plein de choses cachées derrière. Ça te prouve que tu es utile. Oui. L'utilité, on tourne beaucoup autour de ça. Souvent. Oui. Me lever le matin et savoir pourquoi je me lève, ça c'est important. Ouais, mais le jour où tu peux plus te lever, voilà. Le jour où on peut plus se lever, ça pose un souci. Donc avant d'en arriver là, il faut prendre les bonnes décisions, quoi. Il faut savoir stopper, faire une pause, prendre de la hauteur et regarder un petit peu où on en est. Oui, donc c'est vraiment le meilleur conseil que tu puisses donner. C'est être humble, savoir qu'on est pas indispensable pour beaucoup de gens, excepté les gens qui nous aiment réellement, et être optimiste, parce que si ça marche pas là, il y aura toujours une autre solution. Et ça nécessite de la confiance aussi dans la vie, dans ce qui peut se produire. Et c'est encore ce fameux lâcher prise qui est, je lâche prise sur, ce surinvestissement pour moi, mais je peux aussi lâcher prise en me disant, il existe d'autres voies, pas forcément que celle-ci, où je peux tout réunir, avoir un travail qui a du sens, qui me nourrit, mais avoir mes priorités au centre, de la liberté, etc., etc. Tout ça, ça existe. C'est ce que tu vis aujourd'hui. Voilà, et puis on est... je sais pas s'il y a parmi les auditeurs des gens qui connaissent un petit peu l'Afrique, mais la philosophie africaine, c'est un petit peu ça. C'est je suis là où je dois être au moment où j'y suis. Et puis ce qui arrive, c'est parce que ça devait arriver. C'est l'instant présent. C'est l'instant présent. Voilà. C'est ça le lâcher prise aussi. Voilà, et il faut faire confiance, quoi. Des fois, il y a un coup dur, on va se relever et puis on va avancer et on va trouver des solutions. Ouais, donc ça nécessite ce lâcher prise, c'est savoir qu'on est capable, qu'on a les ressources pour faire face à chacune des situations, parce que le passé te l'a prouvé. Oui, c'est vraiment l'essentiel, les mots clés, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est être humble et être optimiste. Optimiste, oui, tu l'avais pas dit encore. Si, je te l'ai dit tout à l'heure. Tu m'écoutes pas, attention. Non, je t'écoute pas. Moi, je suis pas là pour écouter. Je suis juste là pour poser des questions. Pardon. Je propose justement qu'on fasse une petite pause musicale, puis on se retrouve juste après. Avec plaisir. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. De retour avec Florence sur la thématique du lâcher-prise. On parlait chocolat aussi pendant la pause, parce qu'on s'est rendu compte que le chocolat, il aidait bien à lâcher prise. Le chocolat noir aide beaucoup. Le chocolat noir, oui. À ne pas consommer non plus trop, parce qu'après on développe d'autres soucis, mais néanmoins ça fait du bien. Pour un petit peu de magnésium. Voilà, du magnésium. Voilà. Donc ce fameux, on va pas l'appeler lâcher prise, prise de hauteur, puisque c'est beaucoup plus ça dans ta définition. Cette prise de hauteur, qu'est-ce que tu aimerais en dire d'autre ? Ça passe par quoi ? Ça passe par plusieurs choses. Déjà, savoir arriver à dire non. C'est très très compliqué de dire non. Mais on est obligé des fois de fixer nos limites pour pouvoir nous protéger et pour pouvoir être bien avec soi. Quand on dit oui à des injonctions extérieures qui nous heurtent, où on sait très bien que ça va être très difficile d'atteindre l'objectif, on se met sous pression et du coup le lâcher prise c'est absolument pas possible et après on n'est pas bien, on est mal. Voilà, j'enfonce des portes ouvertes en disant cela, mais voilà, c'est vraiment essayer de s'astreindre à dire non de temps en temps. Ça fait partie aussi des choses que je dis souvent à mon équipe, c'est vas-y, dis non. Dis non. Et tu vois, la question que je pose souvent, c'est quand tu dis oui à l'autre, à quoi tu dis non ? Tu dis oui à l'autre parce que t'as pas envie de le décevoir, parce que oui, mais du coup, à quoi tu dis non ? À quoi ? À toi. En premier, à tes envies. Et c'est vrai qu'on se rend compte que, effectivement, la réponse, quand tu dis oui à l'autre, la raison, c'est pour pas décevoir, pour être aimé, pour pas blesser, pour ci, pour là. Mais et nous, on est où au milieu ? Voilà, c'est exactement ça. Et puis, dans les petits tips comme ça que j'aime bien mettre en avant, c'est aussi une façon de s'exprimer. Oui.
Entre autres, au niveau des conjonctions de coordination, c'est la prof de français qui ressort, le fameux mais où est donc Ornicard. On le disait, on l'a déjà dit toutes les deux en discutant en off, le français dit oui mais. Oui mais. Alors si je vous dis par exemple, il fait un beau soleil mais il fait froid, vous allez retenir qu'il fait froid parce que le mais met en évidence le fait que ça caille. Ouais. Voilà, donc on va retenir le truc un peu négatif de la phrase. Par contre, si je vous dis il fait un beau soleil et il fait froid, eh bien on est en train juste de parler d'une belle journée d'hiver et tout le monde est content. C'est vrai. Donc dire et à la place de mais, ça peut changer complètement le sens d'une phrase et le sens d'un message, aussi bien pour la personne qui le dit que pour la personne qui le reçoit. Ça change le niveau d'énergie, en tout cas dans la phrase c'est beaucoup plus léger et voilà. Donc, arrêtons d'être trop franchouillards là-dessus. Arrêtons le oui mais, même si il m'arrive aussi d'être la première à le dire. Voilà. Donc c'est observer son vocabulaire. Observer son vocabulaire et ne pas se laisser non plus polluer par la pression extérieure ou du moins les ondes négatives, je veux dire extérieures. Je pense en particulier au journal télévisé. C'est terrible. Vous regardez le journal télévisé, vous avez envie de vous pendre aussi sec. Il y a que des mauvaises nouvelles, sans arrêt. Des guerres, des famines. Donc c'est trier aussi les informations. Un petit peu tout cela. Alors je vous dis pas, regardez jamais le JT, mais essayez de prendre un petit peu de distance par rapport à cela, parce que me rendre malade pour des choses sur lesquelles je n'ai absolument aucune prise, ça va malheureusement pas aider les gens qui en ont besoin. Qui sont à l'autre bout de la planète. Moi, en revanche, je vais être très très mal, et puis ça peut avoir un impact également sur mon entourage. C'est vraiment, je suis de plus en plus mal. Et c'est marrant ça, parce que c'est comme si il y avait une forme de solidarité en regardant ça. Et en me sentant mal, je suis solidaire avec ceux qui vivent mal les choses. Ouais, ça fait les gens, on est dans rien finalement. Voilà, on est dans le rien, on fait la révolution assis sur son canapé. Et c'est intéressant de le conscientiser. Exactement. Pour quelle raison j'ai besoin de me sentir mal? Qu'est-ce que ça va soutenir de plus et qu'est-ce que ça va permettre aux autres? La réponse est rien. En revanche, ce que ça ne permet pas chez moi, c'est de me sentir correcte avec moi et avec les autres, parce que ça aura un impact sur les autres aussi. On revient d'une journée de boulot, alors qui s'est bien ou qui s'est mal passé, on s'assoit dans son canapé, et qu'est-ce qu'on fait? On allume la télé, on regarde le JT. Quelle belle façon de finir la journée, de manière positive. Donc, ça ne veut pas dire qu'on occulte ce qu'il y a, on le sait. On fait pas, on sait. C'est pas la politique de l'autruche pour autant. Dramatiques à l'autre bout de la planète. Pour autant, il se passe peut-être aussi des choses dramatiques chez le voisin. Et là, par contre, on n'en sait rien. Et là, en revanche, on aurait peut-être la possibilité d'agir. Donc c'est faire le tri finalement, ce sur quoi je peux agir, ce sur quoi je peux pas agir. Exactement. Si chacun commence par se préoccuper du bien-être des gens qui sont autour de lui, je pense que le monde ira déjà beaucoup mieux. Le sien d'abord, et puis le sien, proches, et puis les voisins, proches, les gens qu'on aime, nos amis, nos voisins. Chacun fait ça et déjà on avancera de manière beaucoup plus concrète. Voilà. Mais effectivement, je connais des gens qui arrivent à se donner mal au ventre juste en regardant le JT. Ouais, peut-être aussi d'être. Il y a comme si mais nous on est tellement bien lotis. C'est vrai qu'on a quand même la chance d'être dans un beau pays. On est bien lotis. Les autres, ils ont pas tout ça. Du coup, c'est comme si on était coupable. Oui, c'est de l'autoflagellation. Ouais. On se rend coupable d'être dans des situations, dans un confort de vie que d'autres n'ont pas. Alors on partage leur douleur, mais c'est vrai que ça change rien. Dans ce cas-là, ça change rien, à moins de s'investir dans une association, de faire des dons. Exactement. Mais combien de personnes le font vraiment? Pas tant que ça. Et par contre, combien de personnes le soir versent une larme en regardant le JT? Je pense qu'il y en a un petit peu plus. Et d'autres qui regardent le JT d'un œil distrait avec des bombardements tout en mangeant leur repas. Alors là, là, c'est le summum. Donc c'est peut-être essayer de se détacher un petit peu. Alors je sais que on est à la radio, mais je pense que les médias ont aussi un grand rôle, une grande part de responsabilité dans la morosité ambiante qui envahit les Français. Vous allez dans des pays anglo-saxons, l'état d'esprit n'est pas du tout le même. La façon d'envisager les choses, d'envisager le travail, d'envisager beaucoup de choses est radicalement différente et beaucoup plus détendue. Donc prenons exemple, alors peut-être pas sur tout, mais de ce point de vue-là, sur la philosophie, sur le non-jugement, sur là ça marche pas, bouge pas, je vais faire autrement, le côté un petit peu self-made man, voilà, prenons un petit peu plus exemple peut-être sur les anglo-saxons. Du coup, c'est finalement
Oui, les médias, ils communiquent ce qu'ils ont envie de communiquer. Et on va dire notre part de responsabilité à nous, c'est de voir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on rentre là-dedans ou on choisit quelque chose d'autre pour nous? Alors moi, je regarde de moins en moins le journal. Je le regarde quand même. Je me tiens pas non plus. Je suis pas dans l'ignorance béate de ce qui se passe dans le monde. De toute façon, si c'est pas par le JT, les informations, on les a sur le net, on les a partout. On les a absolument partout. Par contre, voilà, j'évite de me morfondre de trop, quoi, parce que malheureusement, voilà, les gosses qui sont en Israël actuellement, en Palestine ou au Liban, malheureusement, je peux rien faire pour eux. Non, on peut simplement avoir la compassion. Exactement. Voilà. Donc, par contre, un collègue de travail qui va pas bien, là, je peux l'aider, lui. Ça, c'est important. Ouais, là encore, tu remets l'église au centre du village. Oui. Quelqu'un dans ma famille, un proche, oui, là, je suis là, je suis présente. Aujourd'hui, c'est ce que tu transmets dans ta façon ce que tu as appris, dans cette prise de hauteur, dire non, etc. Tout ça, c'est des choses que tu permets toi-même à tes collègues. Ah oui, c'est très, très important. Alors, c'est une façon de voir les choses qui est peut-être un petit peu en décalage par rapport à d'autres façons de diriger un établissement ou une entreprise. Alors certains, ceux qui sont là depuis longtemps, sont assez surpris, mais je continue. Je le redis, je leur dis, non, là, regarde, t'as plein d'heures sup, alors viens, on ouvre ton agenda, là, tu viens pas travailler cette semaine-là, je veux pas te voir, t'es pas en cours, allez, tu files. Je crois pas que ce soit très commun, effectivement, que ce soit toi qui... Il y a une collègue l'année dernière, j'ai ouvert son agenda, je lui ai imposé ses jours de repos, parce qu'elle en avait à plus savoir les mettre. Elle me disait, non, mais attends, si jamais il se passe quelque chose, il se passera rien, vas-y, tu prends tes jours de congé. Oui, c'est faux. Oui, alors moi, j'ai plutôt une équipe qui est hyper investie, donc je suis obligée de les ralentir. J'ai pas le problème du tir au flanc. Ils sont peut-être à ton image. Ils étaient surinvestis, ils sont surinvestis, je sais pas. Est-ce que c'est toi qui les as choisis? Je ne sais pas. Non, ils étaient tous là avant que j'arrive. Ouais. Ça fait pas si longtemps que ça que je dirige le centre d'élevage, ça fait qu'1 an. Mais ils sont sur un métier passion. On n'enseigne pas, et là, en plus, c'est de l'élevage, c'est de l'agriculture. On n'est pas dans ces métiers-là par hasard. C'est vraiment parce qu'on adore ça, donc on y consacre sa vie. Ouais, mais je crois que c'est le risque. Tu l'as employé. Le métier passion, le risque, c'est de se surinvestir. C'est de se surinvestir et d'oublier ses limites. Voilà, de plus se rendre compte que c'est pas parce que c'est un métier passion qu'on dort, mange, boit avec tout le temps. Il y a besoin d'un sas de décompression aussi. Voilà, si on veut que ça dure, à un moment donné, il faut décompresser. Ouais. Il faut arriver à lâcher. Enfin, à prendre de la hauteur. À prendre de la hauteur. Merci Florence. Est-ce que tu aurais un mot que tu as envie de dire, ou peut-être une petite citation, quelque chose pour conclure et pour terminer en beauté cette émission? Non, c'était vraiment l'essentiel pour moi, c'est rester humble et optimiste. Rester humble et optimiste. C'est parfait. Merci encore pour ton partage. Merci à toi. Pour ton parcours. Merci à toi. Chers auditeurs, on vous retrouve dans 15 jours dans l'émission Grandiose. D'ici là, prenez soin de vous et lâchez prise. Radio Grand Lac. Votre radio.